Jean-Laurent Casely, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et co-auteur avec la chercheuse Monique Dagneau de ce livre, Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France. Donc un livre qui, comme on le comprend, parle en fait des 20% de Français les plus diplômés, ceux à Bac+5. Pourquoi vous vous intéressez aux 20% alors que dans tous les slogans politiques aujourd'hui on ne parle que des 1%? Alors, c'est venu d'une constatation qu'on faisait, ma co-auteure Monique Dagneau et moi-même, chacun dans notre métier. Donc, elle est chercheuse, sociologue, moi je suis journaliste. Euh, on, euh, on se rendait compte que les gens à qui on parlait, quand on allait présenter des conférences, ou moi interviewer des gens j'ai beaucoup travaillé sur le sujet des startups, de l'innovation, sur le sujet des évolutions territoriales, de la gentrification, sur le sujet des modes de vie et des modes de consommation émergents, alternatifs. En fait, des sujets assez variés, mais qui avaient tous quelque chose en commun, c'est que très souvent, j'étais confronté exclusivement en face de moi à des gens qui étaient tous très titrés scolairement, qui étaient des gens qui avaient fait des grandes écoles, des écoles d'ingé, de commerce, des masters, des doctorats, des études aux États-Unis, en Asie, ce que vous voulez. Et en fait, c'était vraiment une sorte d'impensé. Dire quand vous allez dans ces endroits-là, on pourrait aussi parler par exemple des médias. Les médias donnent la parole énormément à des experts ou à des politiques, mais aussi à des artistes, mais aussi très souvent à des gens qui sont des gens qui ont un avis en fait. Et les gens qui ont un avis, c'est très souvent les gens qui ont un diplôme. Et du coup, on se rendait compte que cette caractéristique en fait qui était culturelle, éducative, était commune à plein de milieux. Et que tous ces milieux avaient en commun finalement, je dirais, presque d'influencer la société, c'est-à-dire de la tirer dans un sens qui correspond à leur vision de la vie. Voilà. Et on est parti de ce constat tout bête qui était pourquoi est-ce qu'on écrit tout le temps sur pourquoi on lit beaucoup de livres sur les très riches, sur la finance, sur le 1%, pourquoi on lit beaucoup de livres sur les gilets jaunes, sur la France périphérique, sur la France populaire, la France des ronds-points. Et pourquoi on ne lit rien, absolument rien, sur ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire ce qui est au-dessus des classes populaires et moyennes, en termes de diplôme, ce qui est en dessous de l'élite dirigeante de pouvoir, et qui fait un gros paquet d'environ 20%. Pourquoi 20% Parce que dans les jeunes générations, actuelles, il y a à peu près un jeune sur deux qui poursuit ses études après le bac. Donc ça veut dire qu'au passage, il y en a quand même la moitié qui a le niveau bac comme diplôme maximal. Donc on l'oublie parfois. Parfois on a l'impression que tout le monde fait des études supérieures, c'est pas vrai. Et parmi ceux qui font ces études-là, 20%, 23% là, dans les derniers chiffres de l'éducation nationale, vont jusqu'au niveau bac+5 et supérieur. Donc il y en a 23, et dans ces 23, ils se divisent à peu près comme ceci, 14% master universitaire, 8% école de commerce, école d'ingé, et 1% doctorat. Voilà. Donc les 20%, c'est ça. D'accord. Un peu comme Emmanuel Todd avant vous, vous constatez que les 20% sont assez nombreux en fait pour former une sorte de monde clos. Du coup, qui diplôme ces 20% des 81% inférieurs, outre les diplômes? Alors, avec Monique Dagnon, on s'est focalisé sur une partie des 20%, qui est la partie qui exerce les métiers qui sont liés à l'innovation, à la transition numérique, à la transition écologique. C'est des métiers qu'on appelle nouveaux dans le sens où il n'existait pas une génération avant. Quand vous faites des études longues, vous pouvez aujourd'hui en France exercer des métiers classiques de notables, je dirais, comme médecin, avocat, enseignant. Mais vous pouvez aussi rejoindre le monde des startups et du numérique, celui des médias Internet, des réseaux sociaux. Tout ce qui est lié à la tertiarisation en fait. Oui, voilà, à la tertiarisation et aux services aux entreprises, aux conseils. On a parlé énormément dans notre livre des consultants qui sont dans les grands cabinets de conseil, qui sont dans des petites agences ou qui sont des indépendants. Parce qu'en fait, le monde des consultants a explosé. Et c'est vrai que ces métiers nouveaux sont très regroupés géographiquement. Ils s'exercent dans les métropoles et dans quelques quartiers d'affaires de ces métropoles-là. Donc les diplômés qui exercent ces métiers doivent y résider, s'ils veulent un travail qui correspond à leurs aspirations et à leur niveau d'études.
Ce qui est au passage pas le cas des médecins et des enseignants, qu'on prend souvent en fait en miroir en disant en fait les élites, les anciennes élites culturelles, de droite ou de gauche d'ailleurs, les médecins sont plutôt à droite, les enseignants plutôt à gauche, ils sont assez bien distribués sur le territoire, il y en a partout. Et donc en fait ce sont des élites qui sont un petit peu mêlées au reste de la population. Les nouvelles élites culturelles, elles sont très regroupées, elles ont un terrain de jeu assez réduit. Moi, par exemple, là, ça fait 2 jours que je me balade dans Paris, donc je vais dans les grandes rédactions et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des mondes, c'est des univers assez clos. Les open space des grandes entreprises, des agences de conseil, les laboratoires de recherche, voilà, tous ces lieux-là, en général, sont situés dans quelques villes. Et à l'intérieur de ces villes, les structures qui les emploient sont elles-mêmes assez homogènes. Donc, c'est des mondes qui peuvent être assez clos géographiquement, socialement et je dirais même culturellement, dans la mesure où, alors peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais j'ai oublié sur le plan aussi voilà, des relationnels, ce sont des gens qui se marient entre eux, qui se fréquentent entre eux. Alors c'est pas propre à leur groupe social, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on a vu se renforcer, cette culture un petit peu de l'entre-soi. Alors on dirait pas de séparatisme, je veux pas employer un terme polémique, parce qu'il n'y a pas de volonté en fait de faire sécession, il n'y a pas de volonté politique consciente de ne pas être avec les autres, mais c'est vrai qu'on a remarqué que la tertiarisation et la massification de cette population-là lui a permis à la fois de converger dans quelques endroits et du coup de se refermer sur elle-même, parce que quand on est ce que Emmanuel Todd disait très bien dans, je crois que c'est Après la démocratie qu'on cite au début du livre, il y a quelques pages en fait qui sont assez bonnes, assez intuitives, où il dit voilà, tant que l'élite c'était statistiquement quelque chose de très minoritaire, enfin d'infinitésimal, en fait ça comptait, ça avait une influence paradoxalement moins sur le corps social que quand l'élite fait 20 ou 25% d'une population. Quand elle est aussi grosse, en fait, elle peut se faire des villes entières pour elle, en fait. Donc c'est ce phénomène-là qu'on montre. Donc on va dire l'homogénéité éducative, l'homogénéité sociale et territoriale, géographique, et une troisième dimension qui est plus culturelle, qui concerne je dirais leur mode de vie en fait, leur mode de vie, leur accès à la société extérieure, notamment par le prisme des médias. Ce sont des gens qui sont assez consommateurs d'actualités, d'histoires, de films, de séries, etc. Des gens qui ont des pratiques de consommation aussi assez différentes. Vous analysez par exemple sur la nourriture, etc. Oui, c'est vrai que en fait, le monde des diplômés, ce monde-là des métiers, de l'innovation, de la tertiarisation, qui est assez concentré géographiquement, a pu donner lieu à des manifestations en fait presque esthétiques. Je prends un exemple concret, encore une fois, quand on se balade à Paris en 2021, qu'est-ce qu'on voit en sortant du métro? Les meilleurs emplacements sont pris par des boutiques de vélos électriques. Il y a des supérettes bio, il y a une restauration éthique, végétarienne qui se développe, il y a des coworking qui sont l'équivalent en fait de l'immobilier de bureau, il y a des salles de gym. Du coup, on va découvrir tout un paysage esthétique, commercial, qui correspond aux goûts et aux valeurs dominantes de cette population-là, qui sont des goûts en fait assez discrets, assez marqués par la retenue, aussi le goût de l'effort. Souvent, on s'est inspiré de sociologues américains qui ont très bien décrit ça, la manière dont les nouvelles élites culturelles ne sont pas du tout bling-bling, en fait, quoi. Elles n'ont pas du tout un mode de consommation qui ressemble à Donald Trump, consiste à habiter dans des palaces qui dégoulinent de dorures ou à jouer au golf toute la journée, quoi. C'est pas du tout ça, quoi. Ça, c'est plus les 0,01%, quoi. Voilà, ça c'est la vraie effectivement élite financière dont on parle beaucoup et qui en fait, c'est la richesse, c'est le capital économique pur et dur. Et c'est vrai que la population dont on parle, elle est plus déjà, elle est moins riche que ça, donc elle ne peut pas passer ses journées à jouer au golf ou à prendre un hélicoptère pour se déplacer. Et par ailleurs, elle ne s'intéresse pas vraiment à ça, en fait. Voilà. Elle a une autre éthique, elle a une autre manière d'aborder la vie, qui est un mélange de ce qu'on appelle le triptyque bien vivre, bien être et bien avec un grand B, dans le sens moral.
Il y a un truc assez marrant que vous relevez dans votre livre, c'est que les classes populaires auraient finalement plus de sympathie pour cette élite ultra bling-bling que pour les 20% en dessous, qui sont souvent d'ailleurs qualifiés de bien-pensants, de bobos, enfin de tout ce que vous voulez. Oui, c'est vrai. En fait, par exemple, je me suis rendu compte dans les clips de rap que en fait, ce qui est mis en avant, c'est des rôles de genre entre les hommes et les femmes qui sont très, très caricaturaux. Le rôle, par exemple, des voitures, des loisirs motorisés est très central dans les clips de rap un peu bling-bling. Et c'est quelque chose, en fait, c'est des codes qui ressemblent au luxe. De la richesse ostentatoire en fait. Et alors je fais une généralité, hein, c'est pas tous les clips, mais c'est vrai que y a un côté, en fait, effectivement, les classes populaires, les catégories populaires ont des goûts qui peuvent plus ressembler aux riches qu'à ceux des éduqués supérieurs. Et du coup, c'est vrai que ça produit des effets politiques. Bah, je reprends Trump parce que c'est un très bon exemple de ça. On dit souvent, on va dire à gauche, mais comment ça se fait que ces gens qui sont pauvres, en tout cas plutôt classe moyenne, s'identifient à un milliardaire qui est leur ennemi de classe. Un milliardaire vulgaire en plus. Voilà. Et c'est vrai que normalement, la logique n'est pas évidente, puisqu'ils voteraient contre leurs intérêts, mais en même temps, ils s'identifient peut-être plus à ces formes de leaders en fait, assez dynamiques, assez autoritaires, qui mettent en scène en fait leur réussite sociale, en déroulant le tapis rouge avec un petit peu tous les codes du luxe à l'ancienne, que ces nouveaux codes du luxe qui sont des codes dans lesquels, encore une fois, le plaisir, l'hédonisme doit se mêler à un goût de l'effort. On le voit aussi beaucoup dans l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation, le gastronomiquement correct, c'est plus cher, mais c'est aussi plus sain, c'est aussi plus complexe à apprécier. Des marques de café équitables ou des boulangeries très pointues vont faire des pains avec toutes sortes de farines. Voilà. Et c'est vrai que souvent, il faut un bac plus 5 plus pour comprendre ce qu'on consomme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est mal compris souvent de cette population-là. Parce que ce n'est pas qu'une question d'argent. En fait, la distance, elle ne se fait pas que sur l'écart économique entre la baguette de pain lambda et le pain super à l'ancienne ou à l'épeautre, mais elle se fait aussi sur la dimension culturelle des choix en fait, de consommation. Et c'est ça qui peut produire de l'écart, comme vous le disiez, effectivement, peut-être parfois plus avec les élites culturelles qu'avec les élites économiques. Et est-ce que ces 20% forment l'électorat macroniste ? Alors, il y a 2 ans, j'aurais répondu oui, sans aucun doute, parce que toutes les études, tous les sondages le montraient. C'est-à-dire que on a fait de Macron le président des riches. Non, c'était Sarkozy. Ça, oui, c'était Sarkozy. Mais bon, c'est tout, ils sont tous présidents des riches maintenant. Oui. Donc, moins Hollande, qui était un président normal. Voilà, lui était normal. Oui. Mais on a beaucoup fait de Macron le président... De la finance et de la Startup Nation, quoi. Voilà, c'est ça. Et des élites économiques, ce qui est vrai en partie, mais c'était... En fait, les études, les sondages qui avaient été menés pendant la campagne présidentielle de 2017 montraient plus que c'était justement les plus diplômés, les cadres, parmi les cadres, les gens qui avaient fait beaucoup d'études, qui étaient très enthousiastes vis-à-vis d'Emmanuel Macron et notamment aussi les enseignants qui ont beaucoup voté pour lui en 2017. Et du coup, c'est vrai qu'Emmanuel Macron représentait bien ce monde parce que c'était le monde de la réussite économique. Mais c'est aussi le monde de la réussite éducative. Macron, c'est un premier de la classe, dans toute sa splendeur. D'ailleurs, ça lui est suffisamment reproché dans ses prises de parole, dans son attitude, dans sa manière de faire la leçon aux Français. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très élitiste culturel chez Emmanuel Macron qui collait très bien. Alors depuis, tout ça a un peu changé puisque le macronisme a muté. Il s'est déporté sur la droite et en se déportant sur la droite, il a perdu une partie des actifs urbains diplômés dont on parle dans le livre et il est allé vers des retraités. Il mord plus sur les retraités de la droite classique. Mais il y a encore 2 ans, c'était clairement le candidat des élites diplômées. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je pense que les diplômés sont en train de se partager sur l'échiquier politique entre une forme qui sera incarnée peut-être par Emmanuel Macron ou par quelqu'un d'autre plus tard, qui est une forme en fait de double libéralisme culturel, économique et on va dire surtout d'enthousiasme en fait pour le progrès technique, économique.
ce côté voilà, très volontaire, et une autre partie qui est alors soit plus radicale, soit plus déclassée, soit plus sensible aux thèmes écologiques, mais qui va être plus dans une volonté d'alternative sociale, culturelle, environnementale, et qui, elle, un peu orpheline pour l'instant de candidats et de partis. Mais on voit que voilà, depuis les municipales, les dernières élections municipales, on a très clairement vu que là où vivent les 20% dont on parle, c'est-à-dire à Bordeaux, à Lyon, à Paris évidemment, à Marseille, à Strasbourg. On a voté PS et Europe Écologie Les Verts. Quoi. Et pour la première fois, Europe Écologie Les Verts a dépassé le PS dans plusieurs villes, et en tout cas était la force majoritaire, dominante. Et des maires verts sont passés. Et on a beaucoup dit que, vous en avez parlé encore dans Marianne, sur le classement des villes dans lesquelles on ne peut pas vivre, que des villes comme Bordeaux, par exemple, ont été chouchoutées en fait, pendant des années par des barons locaux comme Alain Juppé, qui finalement s'est fait éjecter à force d'avoir gentrifié quelque part ces villes. Et c'est un peu l'ironie en fait, du succès de ces métropoles, d'être devenues si homogènes que finalement elles créent leur propre dynamique politique, qui sont encore une fois, alors il est trop tôt pour le dire, mais à l'issue des municipales, beaucoup d'experts, de sondeurs ont dit attention, là c'est pas toute la France qui a voté, les grandes villes c'est une chose, l'ensemble du pays c'en est une autre, donc il n'est pas dit que ce qui s'est passé au municipal se réédite en 2022, mais là on voit bien que pour moi il y a vraiment une spécificité électorale. Moi j'étais assez content de voir ça, parce que je veux dire, il y avait vraiment, c'était presque une preuve en fait de la vigueur en fait de ce groupe social. Quand ils décident de faire la différence, et c'était même moi j'ai suivi la campagne depuis Marseille, mais c'était vrai dans d'autres villes, la manière de faire campagne, les thèmes qui étaient mis en avant, les profils culturels des candidats. Il y a beaucoup de consultants, je crois que le maire de Lyon c'est un consultant, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un ingénieur, je crois, de formation. Enfin voilà, il y avait ces profils. J'ai regardé dans les équipes de candidats, les équipes candidates des municipales, il y avait beaucoup de consultants, il y avait beaucoup d'enseignants, de chercheurs. Voilà, donc on trouvait vraiment cette sociologie qui est celle qu'on appelle dans le livre l'alter-élite. Voilà. C'est-à-dire, elle est tout aussi titrée culturellement, elle a autant de diplômes que les autres, mais elle est moins, on la retrouve moins dans l'économie de marché, dans les entreprises privées classiques ou dans les startups. On va plus la retrouver dans l'économie sociale, dans l'entrepreneuriat éthique, voilà, dans toute cette nébuleuse d'entreprises et d'initiatives qui sont un peu à cheval entre le marché, les problématiques citoyennes, l'écologie. Voilà. Alors justement, vous établissez dans votre livre une distinction en 3 groupes au sein de ces 20%. Donc il y a l'élite, on comprend assez bien c'est pour le coup les 1%. Il y a ce que vous appelez la sous-élite et l'alter-élite dont vous venez de parler. Pouvez-vous revenir dessus ? Oui, alors, notre idée, notre propos avec Monique Dagneau, c'était de dire il ne faut jamais qu'on parle d'élite. Bon, là, je l'ai déjà fait 2-3 fois, mais normalement, on ne veut pas dire élite, ni l'élite, ni les élites, parce qu'on trouve que c'est un terme, aujourd'hui, qui est tellement fourre-tout, que quand je vous dis les élites, quelqu'un va vous dire, oui, voilà, les journalistes de Marianne, c'est l'élite. D'autres vont dire, le banquier de la Défense, c'est l'élite. Quelqu'un va vous dire, les gens du cabinet d'Emmanuel Macron, c'est l'élite. Donald Trump, c'est l'élite, etc. Donc en fait, c'est un terme qui est un peu vidé de son sens, parce qu'on l'a trop utilisé politiquement. On l'a trop chargé, on l'a trop connoté politiquement. Et nous, on dit, il y a une élite de pouvoir dirigeante à la tête des grandes entreprises, à la tête de l'État, de l'administration, en fait, on l'appelle le 1%, voilà, parce qu'on s'est mis d'accord, tout le monde s'est mis d'accord dans les commentaires pour identifier, on va dire, cette portion, ce petit sommet de la pyramide. Mais il y a plus que ça. Il y a nos fameux hauts diplômés qui ne sont pas tous des gens au sommet de la fortune monétaire, qui ne sont pas tous des gens qui ont énormément de patrimoine, mais qui sont des gens qui sont tous en haut de la pyramide éducative. Donc, on a un problème, à la fois ils sont tout en haut, sur un axe, celui du diplôme, sur un autre axe économique, il y en a qui sont tout en haut, parce qu'il y en a qui sont aussi des héritiers, dans le sens monétaire, il y en a qui viennent de milieux
rarement défavorisés, mais de classe moyenne, on va dire. Donc, du coup, on ne peut pas les mettre dans le paquet de l'élite économique, ça n'a pas de sens. Mais donc voilà, on a un peu complexifié le jeu. Et Monique Dagneau avait écrit dans les années 80 un article, parce qu'elle avait travaillé à Berkeley en Californie, et elle avait écrit un article justement déjà à l'époque sur la complexification du monde des diplômés, en fait le fait qu'on voyait déjà cette massification scolaire et universitaire, et que tous ces gens commençaient à prendre une influence dans la société qui faisait que c'était plus le salariat d'exécution, les ouvriers, les prolétaires, tout ce qu'on veut, c'était pas non plus l'élite dirigeante. Et alors les Américains ont été assez imaginatifs. Il y a beaucoup de termes pour désigner cette population. Il y a la professional managerial class, il y a la classe créative. Voilà, il y a plusieurs auteurs qui ont tourné. Alors, c'est jamais les mêmes définitions, mais en gros, c'est les cadres supérieurs qui ont fait beaucoup d'études et qui vivent dans les grandes villes universitaires américaines et dans les grandes villes de l'économie, voilà, à New York, à San Francisco, dans la Silicon Valley avec les startups. Et en fait, cette population, elle a fait l'objet depuis une quarantaine d'années dans les pays anglo-saxons de beaucoup de définitions. Et nous, on est resté un peu orphelin de ça en France. On a un peu raté ce train-là. Et donc, en s'inspirant des travaux de Monique Dagneau, des travaux américains, on a mis en dessous de cette élite dirigeante ce qu'on a appelé une sous-élite et une alter-élite. Voilà. Donc, la sous-élite, c'est, comme je le disais, les diplômés des grandes entreprises, le monde des consultants, tout ce qu'on appelle l'écosystème numérique, ces nouveaux métiers qui sont portés vers la transition numérique de la société, qui ont vraiment l'idée que la technique, l'informatique peut nous aider à mieux vivre, à nous améliorer, à trouver des solutions aussi parfois aux problèmes même sociaux. Donc tout ce monde-là qui gravitait effectivement assez bien avec le macronisme des origines, on l'a plutôt qualifié de sous-élite. Un monde plus libéral, un monde peut-être aussi plus bourgeois, dans le sens où il va être plus porté par son confort. C'est des gens qui ont fait des choix de carrière assez, on va dire, assez classiques, voilà, assez traditionnels, mais qui font partie de cette population que j'ai décrite au début, qui habite plutôt les métropoles, qui a des modes de consommation un peu différents de la bourgeoisie traditionnelle. Et puis vous avez une autre frange, peut-être plus minoritaire, on ne l'a pas vraiment quantifiée, mais on sait qu'elle existe parce qu'on l'a beaucoup retrouvée aussi dans nos entretiens et dans nos observations de terrain. C'est donc cette alter-élite qui est en fait tout aussi titrée scolairement, mais qui est ce qu'on appelle aussi parfois la classe d'alternative, la population qui propose un autre mode de vie, un autre compromis politique, une autre manière de consommer, une autre manière d'habiter. Et en fait, pourquoi alter-élite au début, elle s'appelait contre-élite dans la version d'origine de l'article. Et là, on l'a renommé, on l'a rebaptisé alter-élite parce qu'on trouvait marrant de jouer sur l'altermondialisme, enfin, la consommation alternative. Encore une fois, cette idée de monde, de version alternative du compromis actuel qui satisfait de moins en moins de gens. Aujourd'hui, on dirait l'expression qui serait la plus proche, c'est celle du monde d'après. Voilà, tout ce qu'on a mis derrière le monde d'après. Voilà. Le monde d'après dans le travail, le monde d'après dans la vie sociale, le monde d'après dans la politique. Et en fait, on s'est rendu compte que très souvent, donc les milieux de l'alternative, ça peut être des gens qui sont engagés dans des associations proches de l'écologie, ça peut être des gens qui réinventent les méthodes de travail, des petites boîtes de conseil, voilà, très, très, très innovantes, qui s'inspirent de ce qui se passe ailleurs, qui proposent aux entreprises de s'améliorer, d'être plus démocratiques. Ça peut être des gens qui ne sont pas vraiment dans les médias, mais disons qui créent les nouveaux médias, que sont les podcasts, les médias sociaux, les médias vidéo, aussi toute la galaxie des nouveaux lieux, ce qu'on appelle les tiers-lieux souvent. Oui, voilà. oui. Les Fab Labs, les tiers-lieux, les espaces de coworking, les incubateurs. En fait, toute cette typologie de lieux qui ne sont pas les mêmes, mais souvent on les appelle tiers-lieux parce qu'ils sont un peu hybrides. Voilà, ils ont plusieurs fonctions, c'est ni un logement, ni un lieu de travail, c'est quelque chose à mi-chemin entre les deux. Et très souvent, on a fait un terrain, d'ailleurs une observation sur un coworking à Paris, dans l'Est parisien, et un autre à Marseille.
Et en fait, on se rendait compte que les gens qui y travaillaient et les gens qui les tenaient, quoi, qui les animaient, c'est vraiment voilà, c'est cette population-là, c'est des gens qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait des études d'ingénieurs, qui sont partis quelques années à l'étranger faire un tour du monde ou travailler dans une entreprise, qui sont revenus, voilà, qui ont plein d'idées. C'est très positif aussi. Hein, nous, quand on dit ça, c'est aussi c'est pour montrer qu'il n'y a pas que ce monde, on va dire, un peu conformiste, voilà, stéréotypé du cadre sup comme on l'imagine. Il y a d'autres choses, ça phosphore pas mal. Et c'est vrai que, voilà, on appelait ça l'altérélite. Dans les faits, alors si je peux vous prendre deux exemples de personnes qui existent plus ou moins dans la vraie vie. Le data scientist qui travaille dans une start-up à Paris, en Île-de-France, qui va être en relation avec des grands groupes, voilà, qui va avoir un appartement dans le centre de Paris. C'est la sous-élite. Celui qui avait habité plutôt en Seine-Saint-Denis ou à Marseille, qui est plus porté sur la consommation alternative, qui va travailler dans un tiers-lieu, qui sera aussi, pas toujours, mais parfois plus précaire économiquement, voilà, plus rangé dans l'altérélite. Après, dans les faits, en fait, c'est des gens qui se fréquentent. Un même individu peut passer de l'un à l'autre. Moi, j'ai travaillé précédemment sur la reconversion professionnelle et là, j'avais vraiment des HEC qui devenaient voilà, on va y venir justement. Boulanger, par exemple. Et donc voilà, on peut avoir des gens qui passent de l'un à l'autre, des gens qui se marient entre eux, des gens qui se... Donc voilà, c'est des milieux qui sont proches. Mais on s'est dit c'est important d'avoir cette distinction pour pas qu'on nous dise, parce que en fait il y a un mot que j'ai pas encore cité, c'est celui de bobo, mais qui est assez important parce qu'en France c'est celui qui a quand même un peu, c'est l'étiquette derrière laquelle on a mis toute cette population, faute de mieux. Bon, on pourra en reparler, et c'est vrai que nous on a évité ça parce qu'on voulait pas prêter à la diversité de ces individus. Comment dire, on ne voulait pas prêter toutes les caractéristiques à tous les individus. Parce qu'en fait, dans les faits, quand on zoome, quand on s'approche, qu'on essaie de faire de la nuance, ben en fait, voilà, il y a plus de complexité, d'où cette idée d'élite, sous-élite, alter-élite. En vous lisant, on a l'impression qu'en fait, les bobos sont surtout l'alter-élite. Parce qu'on a beaucoup parlé des bobos comme des gens qui sont politiquement corrects, qui mangent bio, qui vivent dans des quartiers populaires sans forcément fréquenter la population, etc. Ça ressemble beaucoup plus à l'alter-élite, quoi. Ben, je sais pas, parce que chacun, alors c'est le problème des bobos, c'est que chacun a ses définitions. Chacun voit son bobo. Voilà, chacun a son bobo, et on est tous le bobo de quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on a évité le terme, même si alors dans l'idée d'origine de David Brooks, l'auteur américain qui l'a inventé, il y a la contraction du terme bourgeois bohème, qui est un terme français d'ailleurs, et derrière cette idée, ben, on voit bien, c'est qu'il y a à la fois une position dans l'espace social qui est plutôt privilégiée, qui est plutôt en haut, et un mode de vie qui n'est pas forcément celui de la bourgeoisie traditionnelle. Donc ça pourrait correspondre un peu aux deux, mais c'est vrai que les bobos, c'est intéressant d'y revenir parce que c'est les années 2000, c'est le début des années 2000, et en fait on est en 2021 et on n'est plus dans le même monde en fait. On a eu le Brexit, on a eu Trump, on a eu le Covid, en fait, on a eu la crise, une crise financière. Voilà. Ouais, c'est ça. On vit, en fait, on saute de crise en crise, quoi. Et c'est vrai qu'on est... Les Bobos, c'est un livre qui a été écrit en 2000 et qui correspondait à la première bulle Internet des années 90. Premier boom du high-tech américain. On a vu débarquer les premiers milliardaires qui étaient des jeunes trentenaires très cool, qui mettaient des t-shirts et qui faisaient du yoga. Et c'était assez nouveau, en fait. Et c'est là que cette idée d'une nouvelle élite culturelle, à la fois culturelle et financière, a débarqué et qu'elle a été importée en France. Surtout par la victoire de Delanoë à Paris en 2001, je crois. Voilà, c'est là qu'on a dit, finalement, vous voyez, Paris, c'est gentrifié. Enfin, on n'employait pas encore ce terme, d'ailleurs, mais voilà, Paris s'est embourgeoisé, et du coup, ça passe à gauche, donc regardez, c'est une nouvelle catégorie sociale, c'est les bobos. Et c'est comme ça que c'est arrivé en France. Et bon, voilà, effectivement, il y a une filiation entre tous ces auteurs, il y a des liens avec ce qu'on écrit, mais on a essayé quand même de ne pas rentrer dans le piège. Voilà, de la caricature, et dans le piège, je dirais, symétrique de dire, oh là là, tout ça, ça ne veut rien dire, il n'y a que des bourgeois et des prolétaires, quoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Mais, vous l'avez un peu évoqué, mais vous avez beaucoup travaillé sur les diplômés qui se tournent vers des métiers manuels, notamment dans votre livre « La révolte des premiers de la classe ». Du coup, vous avez anticipé la réponse, et ces individus appartiennent-ils à l'alter-élite, ou finalement rejoignent-ils un peu les classes populaires ? Alors, je pense que cette question rejoint une autre, plus globale, qui fait partie des retours que j'ai par rapport au livre, qui est celle du déclassement.
très souvent. Voilà, donc moi, j'ai travaillé effectivement sur ces profils qui sont assez minoritaires, mais qui existent. Mais qui ne sont pas vraiment déclassés pour le coup. Enfin, c'est un choix, c'est pas... Voilà, exactement. C'est pas comme le journaliste pigiste, par exemple, qui n'arrive pas à se dégager un salaire décent et qui, du coup, lui, est socialement déclassé. Oui, c'est ça. En fait, alors moi j'avais trouvé les deux profils. Il y avait les gens qui étaient dans la banque, qui s'ennuyaient, qui gagnaient 5 000 € par mois, qui disaient allez, je vais ouvrir un bar à bière. Voilà. Et il y avait des gens, voilà, des précaires, des intellos précaires, des pigistes, des gens qui avaient du mal à vivre de leur métier, qui étaient un peu aussi fatigués par voilà, les modes de travail contemporains, le fait c'est des métiers qui se sont aussi un peu prolétarisés, même dans les méthodes de travail, quoi. C'est vrai qu'il faut toujours rendre tout très vite, on n'a pas forcément le temps de creuser des sujets, c'est vrai des journalistes, c'est vrai de beaucoup d'autres métiers, hein, malheureusement. Donc c'est vrai que voilà, toute cette vague des bullshit jobs, des métiers vides de sens, a amené un certain nombre d'entre eux à faire une sorte de déclassement choisi, effectivement. Enfin, déclassement, il ne s'agit pas de dire que c'est moins bien d'avoir un métier manuel qu'un métier dans la banque ou la finance ou dans le numérique, mais disons qu'ils choisissaient des métiers qui n'auraient pas exigé autant d'études que celles qu'ils avaient faites. Donc du coup, on avait affaire à un nouveau profil inédit, qui était les gens qui redescendent, quoi, qui reprennent l'échelle sociale en sens inverse, mais par choix. Et qui en fait, moi ce que je montrais dans le livre, c'était que, comme vous l'avez dit, c'était le fait que ce soit un choix, c'était pas anodin parce que avant on était boulanger parce que son père était boulanger. Voilà. Et donc on était apprenti, on passait un CAP, on ouvrait sa boulangerie. Et donc c'était les métiers de la gastronomie qui sont devenus très très cool, très à la mode, très courus, des enfants d'ailleurs, des élites maintenant. C'est des métiers qui étaient c'est des métiers de dernier de la classe. C'est des métiers de voilà, quand vous n'étiez pas bon à l'école, on vous envoyait en cuisine. Et du coup, ça a évolué. Du coup, la manière d'aborder ces métiers a évolué. Et c'est vrai que, pour revenir à la question plus globale qui est derrière, qui est à mon avis celle du déclassement, beaucoup de gens me disent « mais oui, mais avec tes 20%, tu dis qu'on est des privilégiés, alors qu'en fait, c'est pas vrai. » Et je pense que derrière ça, ce malaise, il y a l'idée que ma co-auteure Monique Dagneau, elle parle aussi beaucoup d'autonomie et de liberté. En fait, ce qu'on dit, c'est pas que... Ils ne sont pas forcément privilégiés financièrement. Ils ne sont pas non plus complètement déconnectés du reste du monde. Ils souffrent aussi voilà, du déclassement social, du marché immobilier très tendu, de la difficulté à s'insérer sur le marché du travail, de la perte de sens un peu généralisée dans la société. C'est juste que par rapport à tous ces phénomènes un peu délétères, ils ont plus de marge de manœuvre. Si je prends un exemple récent qui est pour moi très parlant, c'est celui du premier confinement. L'exode urbain des gens qui pouvaient télétravailler a été le fait de gens qui étaient à la fois des cadres très bien payés et des journalistes pigistes très mal payés. Mais en fait, voire d'étudiants. Mais ce qu'ils avaient en commun, c'est de pouvoir prendre un ordinateur et un smartphone pour télétravailler. Et en fait, ça, c'est quand même très spécifique à une catégorie voilà, de personnes qui a un certain rapport au travail, à l'éducation, qui peut se permettre de travailler dans ces conditions-là. Et donc, on ne peut pas non plus généraliser à l'ensemble de la société. Et voilà, sur la question du déclassement, je pense qu'aujourd'hui, en France, le problème, c'est que tout le monde regarde vers le bas, puisque le déclassement, quand il est généralisé, ben, en fait, chacun descend un barreau de l'échelle, donc chacun le vit très mal. Mais je pense que les diplômés regardent vers le bas et vers l'avenir. C'est ça l'idée du monde d'après. Voilà, pourquoi l'alter-élite s'est beaucoup investie dans cette transition-là. Peut-être parce qu'inconsciemment, elle sent que voilà, c'est un peu fini pour elle et elle ne vivra pas comme ses parents. Peut-être aussi avec, je pense, de la sincérité, parce qu'elle regarde vers l'avenir. Alors que pour moi, le déclassé moins titré scolairement, il va regarder vers le bas et vers l'arrière. Voilà, il aura plus tendance à... D'où le vote, voilà, le vote populiste de droite, qui est un vote très marqué par la promesse de revenir au monde d'avant, quoi. Est-ce que le déclassement des diplômés ne mène pas au populisme de gauche? Très bêtement, Bernie Sanders, par exemple, on a l'impression que son électorat, c'est beaucoup de diplômés qui n'ont pas beaucoup d'argent. On l'a vu en 2017 avec Mélenchon, en fait, c'est un électorat diplômé, mais plus pauvre que François Fillon, que l'électorat de François Fillon ou d'Emmanuel Macron. Est-ce que si l'alter-élite ou le déclassement choisi mènerait à l'écologie, est-ce que ce déclassement subi ne mènerait-il pas au populisme de gauche?
Alors, je pense que le populisme de gauche, effectivement, c'était la marque des élites culturelles déclassées il y a quelques années. Vous avez cité Bernie Sanders, Mélenchon, on l'a dit aussi pour Corbyn, pour Podemos, pour Syriza. Voilà, c'est vraiment un phénomène international. Il y a eu un moment où ces nouveaux partis de gauche, en fait, où ces candidats, enfin d'ailleurs pas forcément très jeunes, mais qui incarnaient de nouveaux partis ou de nouveaux axes à gauche, a été très prisé par ces populations. Je me suis un peu suivi, comme pas mal de journalistes, la campagne américaine, et c'est vrai que quand je regardais la primaire, l'électorat, par exemple Sanders, c'était manifeste, quoi. C'était vraiment les villes universitaires. Et c'était marrant parce que d'ailleurs dans le sud des États-Unis, les Noirs étaient plutôt Biden et les Blancs des universités, il y avait des petits îlots, tout le monde votait Sanders, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu caricatural. Il y avait ce côté gauche radicale, bac plus 12, quoi, un peu. Et c'est vrai que ça, alors on en parle dans quelques pages dans le livre, mais je pense que ça c'est un vrai nœud en fait à gauche. Le fait de devenir des partis diplômés. L'économiste Thomas Piketty en a parlé dans un article qu'on cite également, dans lequel il parle d'une gauche brahmane, parce que c'est la gauche du pouvoir culturel, la gauche des sachants. Et en fait, il fait des séries statistiques, comme il sait très bien le faire, en montrant que depuis les années 60, en fait, plus on est diplômé, plus on vote à gauche. Alors qu'avant, c'était plus le salaire, la position économique qui déterminait le vote. Voilà. Oui. Et justement, vous parlez d'autonomisation un peu des 20%. Pour resituer un peu, donc on a certains auteurs comme Jérôme Sainte-Marie qui pensent à une convergence des blocs comme donc le bloc élitaire contre un bloc populaire. On en a d'autres comme Thomas Porcher, eux qui voient les cadres en cours de déclassement se rapprocher des classes populaires. Vous imaginez plutôt une forme pas de séparatisme, mais de séparation, d'autonomisation de cette classe vers elle-même. Et d'ailleurs, est-ce que finalement le déclassement ne favorise pas cette autonomisation? Je m'explique tout simplement. Tous ces premiers de la classe qui deviennent bouchers, charcutiers ou boulangers finissent par s'installer dans le 11e arrondissement et à vendre à d'autres bac plus 5. C'est pareil avec ceux qui subissent le déclassement. Finalement, ils s'entassent dans des studios à Paris ou dans des grandes villes. Est-ce que quelque part, c'est pas renforcé par ce déclassement subi ou pas? Oui, est-ce que le phénomène de reconversion, par exemple, c'est pas aussi qu'il y a trop de pression en fait. C'est ça, et que du coup ça favorise cette idée de monde clos en fait, avec des bac plus 5 qui travailleraient dans la com et qui iraient acheter leur vin chez un caviste qui lui-même sort d'HEC, quoi. Oui, bah effectivement, c'est un peu ce qu'on observe en ce moment à Paris. C'est même exactement ce qu'on observe, puisque en fait, le problème c'est que aujourd'hui, c'est pas juste le diplôme qui permet de se maintenir à flot dans une ville aussi chère que Paris. C'est aussi encore une fois, je reviens aux années 2000. L'idée que le capital culturel engendrait du capital économique, qu'on pouvait devenir riche en étant diplômé, c'est un peu fini, quoi. Aujourd'hui, quand on a 19 ou 21 ans et qu'on débarque là en master, je comprends que le jeune qui lit ce bouquin se dise en fait là on parle pas vraiment de moi, quoi, parce que d'ailleurs c'est pas du tout le portrait que les médias en fait font en ce moment de la jeunesse diplômée. On a plutôt l'impression qu'elle est en dépression totale, quoi, collective, et c'est vrai que c'est super dur. Donc, encore une fois, je pense que le diplôme c'est quelque chose qu'on perd jamais. On peut être déshérité, on peut perdre tout son argent, mais on ne peut pas être dédiplômé. C'est impossible, quoi. C'est quelque chose qu'on garde à vie. Donc c'est quelque chose qui continue à nous... Ce qui est presque incorporé, en fait, à ce qu'on devient, et donc à nos choix de vie. Donc je reprends l'exemple des reconversions. La personne qui va se trouver face à une économie bouchée ou à un problème d'insertion sur le marché du travail ne va pas réagir de la même manière quand elle a un bagage culturel important que quand elle n'en a pas. Voilà. Et c'est vrai que dans ces profils-là, il y a un rapport à la contrainte. Par exemple, quand je prends un peu des clichés, mais les gens qui vont partir à la campagne, voilà, parce que la ville est trop chère, les gens qui vont se reconvertir radicalement, tous ces gens-là le font un petit peu par obligation, mais un petit peu par choix aussi. Voilà, je pense qu'il y a un dosage en fait
il y a un dosage qui permet d'anticiper aussi pour se mettre un petit peu à l'abri. Par exemple, on n'a jamais vu de diplômés, les gens nous parlent dans le livre, qui sont, je sais pas, chauffeurs Uber ou voilà, ou qui livrent des pizzas ou qui sont, enfin, qui travaillent à la chaîne. Voilà, choisissent un déclassement cool, je mets des guillemets à cool. Oui, ou pour pas parler que de l'ancien prolétariat ouvrier, par exemple tous les métiers du service à la personne, qui sont des métiers très féminins, il n'y a pas vraiment de diplômés Bac+5 qui seront convertis, enfin je veux dire qui subissent ce type de déclassement. Alors peut-être en trouver un ou deux quelque part, mais c'est quand même pas... Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a... Moi c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec l'idée du déclassement, parce que je pense que ça permet aussi de masquer... d'une certaine manière, les inégalités entre les diplômés et les autres. Quoi. Voilà. Même si, encore une fois, on dit pas, le monde n'est pas rose en ce moment et les diplômés ne sont pas à l'abri des problèmes qu'on vit tous. Voilà. Dans votre livre, on comprend que l'alter-élite, ce sont aussi un peu on va dire des révolutionnaires qui ont abandonné l'idée de changer le monde et qui vont chercher à se transformer eux-mêmes, à faire du bien peut-être autour d'eux, etc. Enfin, il y a un côté un peu Pierre Rabhi, c'est-à-dire... ce sont des gens qui vont essayer d'apporter leur pierre à l'édifice, mais sans essayer de changer la société. Moi, ça m'a fait penser un peu à un livre très connu qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme de F. Ciapello et Luc Boltanski, qui à l'époque analysait ce qu'ils appelaient la critique artistique de mai 68, expliquant que cette critique artistique avait mené à un nouveau capitalisme plus flexible, plus cool en apparence, etc. Est-ce que l'alter-élite, finalement, n'est-elle pas condamnée à créer, elle aussi, son nouveau capitalisme ou être l'avant-garde du capitalisme de demain? Alors, je pense que ça, c'est une analyse qui, pour moi, est un peu datée, parce que là, je pense vraiment très concrètement aux gens qu'on a interviewés. C'est des gens, vous les voyez en termes de profil, ils sont très intégrés, ils ont fait toutes les bonnes études, voilà. Mais en fait, dans leur tête, ils ont vraiment migré dans des alternatives. Des gens qui nous ont raconté qu'ils allaient monter des villages, des écolieux alternatifs en Ardèche. Donc on n'est plus vraiment dans la réinvention artiste du capitalisme, quoi. On n'est plus dans ce mouvement-là. Est-ce que c'est pas une réinvention éthique du capitalisme? Je dirais plutôt, alors moi la manière dont je l'analyse, parce que c'est vrai que c'est important cette histoire de changement en fait, politique, alors, ce sont des gens qui votent majoritairement, ils ne votent pas tous pour les mêmes candidats, mais ils votent, ce qui les différencie de la jeunesse moins diplômée. Et donc, ils sont engagés dans la société, mais ils sont pas totalement stupides, donc ils ont compris que le vote, ça ne marche pas forcément, ça ne va pas très vite. Donc, ils ont un peu, à part les militants, les gens qui sont dans les partis, la plupart ne s'intéressent pas à la politique, on va dire, partisane. Ce n'est pas leur truc. Voilà, ils peuvent vous parler d'écologie, du monde d'après, mais on ne va pas rentrer dans les nuances de qui fait quoi. Voilà. Donc, eux, leur truc, c'est plutôt ringardiser le monde actuel, enfin ce qu'ils reprochent au monde actuel, pour créer leurs petites utopies concrètes. On parle parfois d'oasis ou de lieux alternatifs. Et l'idée, c'est d'en créer concrètement dans des villages, ça peut être en plein cœur de la ville aussi, mais de trouver des petits îlots de vie alternative, de fonctionnement alternatif, parce que c'est une génération qui a aussi compris que le changement structurel, ça ne marchait pas, souvent. En tout cas, elle a plutôt de bonnes raisons de penser que ça va être compliqué de faire la révolution. Donc il y a vraiment cette volonté de rupture radicale qu'on a trouvée chez certains. Pas tous, mais quand même, ça nous a pas mal préoccupés, parce que moi, j'avais pas l'impression de voir des hippies en Sarwell, quoi. Bon. Et donc, je veux dire, le niveau de radicalité, même chez des gens assez bien intégrés, qui ont vraiment tout pour réussir, et dont on aurait fait des profils de gagnants il y a encore une dizaine d'années. Il peut y avoir aussi là une volonté un peu de se retirer du jeu. Le problème, c'est qu'en se retirant, on se retrouve dans des endroits, encore une fois, clos sur eux-mêmes, dans lesquels on choisit les participants. Ils sont tous un peu pareils, ils ont tous un peu les mêmes backgrounds, les mêmes profils. Ça touche globalement très peu les gens ordinaires, les classes populaires ou les classes moyennes. J'ai l'impression que ça les touche moins. Après, j'ai pas fait Vous citiez Pierre Rabhi, c'est vrai que le mouvement des colibris, c'est une référence qui revient souvent, parce que ce mouvement-là a en fait fait, par exemple, il y a une carte sur Internet de tous les lieux d'alternatives. Voilà. Ils ont un peu structuré, on va dire,
structurer cette envie d'alternative. Donc beaucoup de gens vont se retrouver dans ces mouvements. Enfin, au-delà de Pierre Rabhi, je veux dire, dans toute cette galaxie, Oui. voilà, une galaxie un peu écolo, un peu New Age, très localisée, très aussi liée au renouveau rural. Et on va trouver, voilà, chez eux, chez ces gens, plutôt des profils diplômés. Après, nous, par définition, c'est les gens auxquels on s'est intéressé, donc il n'y a pas que dans ces alternatives, mais c'est quand même porté, j'ai l'impression, par des gens qui sont... qui ont plutôt réfléchi tout ça, quoi, voilà, qui ont plutôt posé, donc qui sont plutôt des milieux cultivés. Après, voilà, je ne sais pas si c'est le cas partout. D'accord. Ben, Jean-Laurent, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Je rappelle quand même votre livre, Génération surdiplômée, donc les 20% qui transforment la France, chez Odile Jacob. Merci.